Bon, peut-être que le temps que tout le monde arrive, je demanderai donc bien à tout le monde de ne bien couper vos micros et de, si vous avez des questions, donc d'en les écrire idéalement dans le chat ou dans l'outil de questions-réponses qu'on a également sur Teams. Je pense que on va pas tarder à démarrer. De toute façon, tout est enregistré, donc si certains ratent le début, ils pourront toujours le rattraper en ligne ensuite. Bonjour à tous. Je suis avec mon collègue Vincent Masson, pardon, Vincent Massot du PCNV Environnement. Et on va lancer aujourd'hui cette session de 2 jours de webinaire autour du programme de travail 2023-2024 du Cluster 6 d'Horizon Europe. Donc là, je vous ai mis l'agenda. Donc on a essayé de faire en sorte d'être le plus large possible et de couvrir l'intégralité des topics du programme sur l'ensemble de ces 2 jours. Aujourd'hui, on va commencer par une présentation générale en essayant de préciser donc la structuration du cluster 6 dans le nouveau programme de travail, quelques spécificités, quelques éléments particuliers, des politiques importantes en lien avec le cluster 6 à connaître et qui sont toujours intégrées dans le programme de travail, des éléments administratifs et puis une petite ouverture sur d'autres appels, d'autres appels adjacents. Et ensuite, à l'issue de cette présentation qui va couvrir un petit peu toutes ces généralités, on va avoir une session par destination. Donc, bien entendu, vous avez la possibilité d'assister aux sessions qui vous intéressent. Au sein de chaque destination, l'idée, ça va être qu'on va couvrir une présentation générale de la destination en rappelant un petit peu ses objectifs et les grands chiffres. Et ensuite, on va rentrer dans le détail sur les topics de la destination en question. Donc, on a décidé de faire ça sur un format assez court pour chaque destination, c'est-à-dire qu'on va avoir entre 45 minutes et 1 heure par destination en fonction du nombre de topics qu'elle contient. Et on a l'intention par la suite de faire des webinaires un peu plus ciblés sur les destinations. On va vraiment rentrer plus dans le détail et donner des conseils un peu plus spécifiques. Mais là, vraiment, l'idée, ça va être de couvrir le programme et de voir un petit peu ce qu'on y retrouve. Si jamais vous avez des questions, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, n'hésitez pas à les écrire. On va essayer de les aborder s'il reste du temps à la fin. Mais dans tous les cas, il faut surtout pas hésiter à nous contacter derrière par mail ou par téléphone. Si jamais il y a le moindre souci, on va vous aider et vous répondre normalement sans aucun problème. Donc c'est parti pour la présentation générale. Euh, tac. Voilà, donc juste pour rappel, peut-être qu'il y a quelques personnes qui sont nouvelles. Donc nous, on est les points de contact nationaux et dans l'écosystème européen, donc nous sommes les personnes en France chargées de faire descendre les informations de la Commission européenne vers les porteurs de projets. Il existe des points de contact nationaux en France pour nombre de thématiques et nous, on est spécialisé dans le cluster 6 et également dans les missions sol et océan. Donc là, je donne peut-être d'autres emails et d'autres liens utiles si jamais, encore une fois pour ceux qui débutent. Donc, il y a le lien pardon, la newsletter de notre point de compte non, pardon. Il y a un lien vers l'inscription pour devenir relais Horizon Europe, c'est-à-dire pouvoir diffuser les informations au sein de vos communautés. Donc nous, on va vous envoyer une newsletter. Sur notre site internet, il y a également un lien pour simplement avoir cette newsletter sans s'engager pour être en tant que relais. Donc n'hésitez pas. On essaie d'envoyer des informations de façon synthétique et concise le lundi en général, une fois par semaine. On ne va pas vous noyer de mails, c'est pas l'idée. Et on synthétise un petit peu tout ce qu'on trouve comme information intéressante autour du cluster 6 et des missions Océan et Sol. Et il existe également un autre type d'acteur. Donc nous, on fait de l'information descendante et ma collègue Valérie est représentante au comité de programme et elle, son rôle, c'est plutôt de faire remonter vos doléances quant au futur programme
européens. Donc, si vous avez des questions par rapport au groupe thématique national, qui est un groupe de discussion et qui permet de faire remonter des choses à la Commission européenne, il ne faut pas hésiter à contacter Valérie Déo pour lui demander de s'inscrire au GTN également. Donc, nous, PCN, information descendante, et GTN et RCP, information montante. Sur ces éléments, maintenant que ces éléments de contexte sont introduits, je vais laisser la parole à mon collègue Vincent pour présenter la structure générale du cluster 6 et qu'est-ce qu'on retrouve comme chapitre et comme destination autour du cluster 6 dans le programme de travail 2023-2024. Sachant que j'ai vu juste rapidement une question qui demandait si on allait recevoir les présentations, et oui, on va les mettre en ligne sur notre site internet. Donc, il n'y a pas de souci. Vincent, tu préfères partager toi-même ou je passe le slide pour toi? Bon, tu peux le faire si ça te Allez, dérange pas. non, pas de souci. Euh, donc bonjour à tous, merci d'être avec nous. On est ravis de vous présenter effectivement, comme le disait Antoine, le programme de travail 2023-2024. J'ai envie de dire tant attendu, parce que ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on essaye d'avoir des informations pour certains. Euh, et, euh, et puis on a un petit peu attendu sa publication aussi, avec des dates qui ont été annoncées, repoussées, avancées, et voilà. Donc il est sorti hier, donc aujourd'hui on peut officiellement dire que le programme, enfin, faut faire une présentation officielle, on va dire, des appels, puisque le texte est disponible en ligne et sur notre site. Alors, le cluster 6 donc d'Horizon Europe euh, couvre de nombreuses thématiques, hein, alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement. Comme l'expliquait Antoine, donc il se situe dans le pilier 2 d'Horizon Europe et il regroupe donc les anciennes thématiques d'Horizon à 20 qui étaient d'un côté tout ce qui concerne plutôt l'environnement et les ressources naturelles et de l'autre côté l'agriculture, la bioéconomie, l'alimentation. Donc là, on a maintenant un cluster unique. Vous le connaissez sans doute assez bien. Je vous apprends sans doute rien, puisqu'on est déjà sur la troisième année donc de la programmation d'Horizon Europe. Et on a donc un budget de 9 milliards d'euros pour ce cluster. Donc c'est presque 10% hein, du montant total, ce qui est quand même à souligner. C'est quand même assez important. C'est la première fois qu'il y a un budget aussi important. Et donc, si on passe aux thématiques qui sont portées par ce cluster, bah, vous voyez qu'il y a des choses assez larges, hein. On parle à la fois de biodiversité, d'agriculture, de production primaire, d'observation environnementale, de pollution, et notamment de zéro pollution. On parle des forêts, on parle de la mer, des océans, des eaux intérieures, de la bioéconomie, des services écosystémiques. Voilà, bon, je ne vais pas tous les lister, mais vous voyez que c'est quand même assez large. Et il y a aussi beaucoup de notions qui sont un petit peu transversales. On a évidemment tout ce qui est solutions numériques et applications numériques. Donc pour ces grands domaines, il y a également toutes les questions de gouvernance, mais aussi de participation citoyenne à la recherche et à l'innovation. Bon, je passe également sur tout ce qui est sciences humaines et sociales, etc. Il y a beaucoup vraiment de choses et on va voir aussi un petit peu plus loin que c'est, comment dire, ce qu'on appelle des cross-cutting issues, donc des enjeux, on va dire, transversaux, eh bien, sont vraiment prégnants dans tous ces appels 2023-2024. Alors, pour recadrer un petit peu la provenance de ce cluster 6 et puis, on va dire les enjeux politiques autour de ce programme, il faut faire quelques pas en arrière et retourner au niveau du pacte vert pour l'Europe, donc qui est la grande stratégie européenne de la Commission von der Leyen, qui a pour objectif donc de faire de l'Europe le premier continent neutre sur le plan climatique, donc en émissions carbone d'ici à 2050, de transformer l'Union européenne en une société plus juste, prospère et compétitive, tout en modérant l'utilisation des ressources, en tout cas que ça soit fait de manière circulaire et efficace, avec des priorités autour de l'environnement et de la santé des citoyens, et puis également le caractère inclusif. Personne ne doit être laissé de côté et garantir une transition vraiment juste pour tous. Alors autour de
de ce pacte vert, vous voyez ici tous les items qui sont listés et tous les grands objectifs donc, de ce pacte vert. Alors, sur la slide suivante, on va voir que autour de chaque thématique donc de ce pacte vert, il y a eu des stratégies qui ont été écrites et qui sont donc, on va dire, des déclinaisons politiques donc de tous ces objectifs. On va retrouver la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, la stratégie Farm to Fork, donc de la ferme à la table. Alors ici sont listées celles qui concernent plus directement le cluster 6, hein, mais il y en a d'autres. Donc tout ce qui concerne également la pollution, l'économie circulaire, l'économie bleue, la stratégie pour les forêts ou encore tout ce qui concerne le climat. Alors on n'a pas cité, mais on aurait pu également parler de la stratégie pour les sols, la stratégie sur la bioéconomie, sur le stockage du carbone. Il y en a d'autres également sur l'énergie, les transports, la construction, l'industrie. Voilà, sans oublier également le lien qui n'est jamais très loin avec les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc voilà, donc vraiment on vous invite, et on le redira sur toutes les présentations des différentes destinations, à vous appuyer sur ces stratégies, à aller regarder quels sont les enjeux de ces stratégies qui peuvent correspondre au sujet qui vous intéresse et à vous appuyer un petit peu sur ces stratégies, sur ces objectifs et comment vos projets peuvent répondre en termes d'impact à ces politiques. Donc toujours faire le lien entre le niveau politique, la transcription par la Commission européenne en termes d'appel à propositions, les communautés de recherche et d'innovation qui produisent donc des résultats qui doivent avoir un impact sur les politiques et sur le citoyen. Donc on a un schéma un petit peu en forme de boucle. Si on reprend donc à nouveau cette rosace là du pacte vert pour l'Europe et qu'on y positionne maintenant les destinations, donc les grandes parties du cluster 6, là aussi on voit qu'on peut les positionner très facilement et on voit bien que ce pacte vert eh bien, reste central hein, au niveau politique et au niveau déclinaison des appels à propositions. Donc, si on passe sur la suivante, voilà, les destinations. Donc, si vous connaissez déjà un petit peu les programmes européens et si vous êtes intéressé déjà au programme de travail 2021-2022, vous savez qu'il y a 7 destinations. Donc, au total, pour les années 2023-2024, il y a 176 topics. Donc, ce sont des sujets qui sont thématisés, donc ce sont des appels à propositions thématisés, plus une dizaine d'actions annexes pour un budget total de 1,8 milliard d'euros. Donc c'est un budget conséquent, beaucoup d'appels et donc la difficulté, eh bien, c'est de retrouver un petit peu ces petits dans ce programme de travail qui fait plusieurs centaines de pages et l'idée, comme un petit peu aujourd'hui on va le faire et pendant 2 jours, c'est non pas de tout lire et d'essayer de trouver, quand on arrive à détecter, ce qui nous intéresse, mais plutôt de faire une recherche intelligente et une présentation intelligente, c'est-à-dire, d'aller voir uniquement les éléments qui vous intéressent et de faire des recherches soit par mots-clés, soit en s'appuyant sur des services supports aussi qui peuvent vous aider pour identifier les appels. Voilà. Donc, cette destination, la première biodiversité et services écosystémiques. La deuxième donc sur, la production alimentaire juste, et bonne pour la santé et l'environnement. L'économie circulaire et les secteurs de la bioéconomie, l'environnement propre et zéro pollution. Tout ce qui concerne également l'action climatique, déclinée donc autour de les territoires, les océans et les eaux intérieures. Les communautés, résilientes, et inclusives, donc que ce soit communauté rurale, côtière ou urbaine. Et puis une destination qui est, un petit peu plus, alors on pourrait dire fourre-tout, mais qui concerne, eh bien, toutes les questions de gouvernance, d'observation environnementale et également de solutions digitales, notamment en soutien au Green Deal. Donc pour entrer un petit peu plus dans le détail de ces destinations,
Vous les avez donc représentés sur la gauche, sur ce schéma. Vous avez le nombre de topics qui est associé par destination. Donc, Heu et puis sur la droite, vous avez donc ce qu'on appelle les chapitres. Donc c'est un petit peu les grands objectifs de chaque destination et les grands chapitres dans lesquels vous allez retrouver ensuite, les différents, topics. Donc sur la destination 1, biodiversité, services écosystémiques, les chapitres, c'est comprendre les raisons du déclin de la biodiversité et y répondre, restaurer et protéger la biodiversité, intégrer la biodiversité dans la société et l'économie, des pratiques favorables à la biodiversité dans l'agriculture, la foresterie et l'aquaculture, la biodiversité et la santé. Et on pourra voir que notamment les questions de santé s'entendent au sens large, et l'interconnexion de la recherche et des politiques sur la biodiversité. Dans la destination 2, système alimentaire juste, sain et durable, les chapitres sont favoriser la durabilité des systèmes agricoles, hein. On est toujours sur une transition et sur une transformation des systèmes agricoles vers une agriculture plus durable. Permettre une pêche et une aquaculture durable. Donc là, on est plutôt sur la partie marine et maritime. Transformer les systèmes alimentaires pour la santé, la durabilité et l'inclusion. Et puis, cibler la coopération internationale. Donc là, c'est vraiment un focus particulier avec des zones géographiques particulières, on y reviendra aussi un petit peu plus tard, sur la coopération internationale. La destination 3, économie circulaire et bioéconomie. Les chapitres sont permettre une transition vers des systèmes circulaires, innover dans des systèmes biosourcés durables, la biotechnologie et dans la bioéconomie. Enfin, le dernier, c'est innover dans la bioéconomie bleue et les chaînes de valeur des biotechnologies. Sur les destinations suivantes, destination 4, environnement propre et zéro pollution, donc mettre fin à la pollution de l'air, des sols et de l'eau. Là aussi, il y a des liens avec un certain nombre d'autres programmes qui sont pas tellement éloignés, comme par exemple les missions ou certains partenariats. On y reviendra aussi un peu plus tard. Protéger l'eau potable et gérer la pollution des eaux urbaines. Répondre à la pollution des mers et des océans. Améliorer les performances environnementales et la durabilité des produits et procédés biosourcés. Réduire l'impact environnemental et la pollution des systèmes alimentaires. La destination 5, terre, océan et eau pour le climat. Les chapitres sont ressources en eau et irrigation, dépendance énergétique des exploitations agricoles, utilisation des sols, modélisation de l'océan et également la recherche sur les zones polaires. Et puis la coopération avec la Chine, notamment sur des approches intégrées pour l'environnement. Et enfin, les deux dernières destinations, communauté résiliente, saine et verte. Les chapitres sont politique territoriale pour l'inclusion sociale des communautés rurales et synergie entre zones urbaines et rurales. Vie rurale, emploi et modèle de production pour les communautés agricoles. Le nouveau Bauhaus européen. Là aussi, Antoine fera un focus après, puisque c'est une des grandes politiques mises en œuvre actuellement au niveau européen. Donner du pouvoir aux communautés arctiques locales dans le processus de décision sur l'environnement. On sait que ce sont vraiment des zones clés dans le on va dire la résilience face au changement climatique et dans le maintien donc d'un environnement on va dire adapté. Et la destination 7, gouvernance innovante et solutions numériques. Donc innover grâce au modèle de gouvernance et en soutien aux politiques. Déploiement et valeur ajoutée des observations environnementales. Le numérique et les technologies de données en tant que facilitateurs. Et renforcer les systèmes de connaissances et d'innovation agricole. Un petit point donc sur, un petit récapitulatif sur le nombre de sujets donc, qui étaient déjà mentionnés sur les, slides précédentes. Vous avez donc une déclinaison, par destination et en face, vous avez le budget également donc pour les années, pour les 2 années à venir. Donc vous avez des budgets qui sont quand même, assez conséquents, beaucoup de sujets, des budgets, importants et donc voilà, bah, c'est un petit peu le moment d'y aller maintenant et de se préparer à répondre. Un point sur le calendrier, justement pour y répondre. Donc on a, l'ouverture des appels qui ont été donc publiés hier, le 22 décembre.
Ensuite, il y aura, pour les appels 2023, une date limite de soumission qui sera le 23 mars pour la destination gouvernance, le 28 mars pour les destinations biodiv, cirque bio et zéro pollution, et le 12 avril pour Farm to Fork, Climate et Communities. Pour les appels en 2 étapes, il y en a quelques-uns. L'ouverture sera également le 22 décembre. Date limite 28 mars pour la première étape d'évaluation. Et puis, lorsque les projets sont sélectionnés pour être évalués sur une proposition complète en deuxième étape, celle-ci sera à déposer au plus tard le 26 septembre. Et puis vous avez, je vous laisse découvrir donc les appels 2024. On aura des dates limites qui seront autour de février 2024, autour du 22 février. Ça laisse plus de temps, évidemment. Il y a un temps limité pour les appels 2023, on le sait. On espère que vous avez pu aussi vous préparer un petit peu en amont grâce à vos réseaux ou à vos services de soutien. Là, on est à 4 mois, un peu moins de 4 mois, 3 mois et demi des premières dates limites de dépôt. C'est certainement pas évident, mais il faut pas hésiter quand même à se lancer. Si vous avez, déjà des partenariats, si vous êtes déjà avec des idées de projet, ça peut valoir la peine justement parce que ces dates limites sont rapprochées, de tenter sa chance, puisque, c'est malgré elle ou malgré nous, une forme de sélection et donc ceux qui y vont auront, déjà, un avantage, évidemment. Heu, pour 2024, ça laisse plus de temps pour se préparer. Voilà, je crois que j'en ai terminé et je te redonne la parole, Antoine. Merci beaucoup Vincent. Avant de me lancer dans les spécificités du programme de travail, je voudrais juste préciser que même si la plupart de vos thématiques même si vos thématiques centrales sont celles du cluster 6, il faut jamais hésiter à regarder un petit peu le reste aussi du programme de travail. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se croiser entre notamment notre cluster et le cluster 5 sur l'énergie et le climat. Notamment, si vous êtes plus intéressé par les notions de climat en lien avec la modélisation des variations climatiques, etc., il ne faut pas hésiter à regarder dans le cluster 5. Sur le numérique, il y a des choses dans le cluster 4 aussi, il y a des choses sur l'industrie. Donc voilà, je fais un petit peu de la pub pour les collègues. Maintenant, je partirai sur une session de la présentation dont l'idée va être de montrer quelques statistiques et particularités du programme de travail sur quelques éléments particuliers. Pour vous expliquer, pour vous montrer un petit peu l'étendue de certaines problématiques. Donc tout d'abord, l'approche multi-acteur, notion qui est promue au sein de nos thématiques depuis Horizon 2020 au moins, est toujours bien présente. Donc je rappelle de façon générale ce que c'est censé signifier, c'est que on va encourager dans les topics où c'est précisé une approche où on va avoir une variété d'acteurs, c'est-à-dire à la fois des acteurs académiques, des industriels, des associations, des collectivités territoriales, des associations de consommateurs, etc., etc. Et également une approche multithématique au sein même des mêmes sujets scientifiques. Alors, bien que cette approche soit spécifiée, donc là, je vous ai donné un petit peu les chiffres selon les types d'actions, donc les actions d'innovation, les actions de recherche et d'innovation et les actions de coordination et de support. Je vous ai donné les chiffres des topics où c'est précisé. Mais en général, l'approche multi-acteur, c'est quelque chose qui sera toujours apprécié si ça fait sens pour l'intégralité du programme de travail du cluster 6, hein. Il faut toujours essayer de varier les types d'acteurs, surtout quand ça fait sens. Dans les IA notamment, ça va toujours être on va toujours apprécier la présence d'industriels. Ensuite, les sciences humaines et sociales, quelque chose qu'on a parfois tendance à négliger quand on est un petit peu le nez dans le guidon et à fond sur les dimensions très scientifiques. Nous, je pense que le cluster 6 et nos thématiques, on est un des clusters d'Horizon Europe où on a le plus de possibilités d'interaction avec les acteurs des sciences humaines et sociales, de façon très large, hein. Ça inclut les économistes, les sociologues, ça peut inclure plein de domaines.
Dans certains topics, ça va être clairement spécifié qu'on va attendre une contribution de ces disciplines. Et quand on vous demande une contribution des sciences humaines et sociales dans un topic, l'idée, c'est pas juste de rédiger un petit paragraphe pour essayer de plus ou moins caser les thématiques. C'est vraiment de prouver que vous allez avoir des personnes dans votre consortium qui vont être capables de traiter de façon pertinente de ces thématiques et de répondre aux dimensions qui sont mentionnées dans la description de l'appel à projet. C'est très très important, il faut surtout pas le négliger. Faut pas hésiter à vous rapprocher si vous êtes au sein d'une université de vos collègues qui travaillent sur ces thématiques-là pour voir s'ils sont peut-être intéressés. Il faut vraiment intégrer des acteurs qui ont des connaissances dans le domaine si c'est spécifié. Ensuite, les Technology Readiness Levels. Donc ça, juste pour vous donner un petit peu de contexte, dans certains topics, dans les conditions d'éligibilité, on va vous donner des informations sur le niveau de TRL requis, c'est-à-dire le niveau de maturité technologique qui va être attendu à l'issue du projet. Donc ça va être sur ça va pas être dans les projets de type action, coordination et support, puisqu'elles contiennent pas de recherche ou d'innovation. Mais donc le niveau de TRL va donc vous spécifier quel va être le niveau de maturité tech qu'on va attendre à la fin du projet, de combien à combien vous allez faire évoluer la maturité technologique de votre concept au cours de la vie de votre projet. Donc en général, dans les actions de recherche et d'innovation, les RIA, ça va être un petit peu plus bas. Pour les IA, on va avoir des niveaux de TRL qui sont un peu plus élevés. Si ce n'est pas spécifié, vous avez quand même la possibilité, bien entendu, de préciser dans la description de votre projet quels sont les niveaux de TRL que vous souhaitez atteindre à l'issue de votre projet. Il n'y a juste pas de contraintes dans les conditions d'éligibilité. Mais vous pouvez quand même le préciser, c'est toujours bienvenu et ça permet notamment dans la partie excellence scientifique, ça permet d'avoir une clarté sur cette dimension au sein de votre projet. Ensuite, notion qui peut faire un petit peu peur. Il y a beaucoup d'appels à projets où dans les conditions, enfin, ou dans la description, on va spécifier que la participation du JRC, du Joint Research Center de la Commission européenne, sont encouragées. Alors, il y a plusieurs choses à savoir sur ça. Déjà, si vous voulez en savoir plus sur le JRC et son fonctionnement et quels sont les types d'unités qu'il contient et quels sont les types d'outils qu'il peut fournir, faut pas hésiter à contacter. Donc, on a au ministère une collègue qui est spécialisée dans le JRC, donc ma collègue Nathalie Boulet-Laurent. Normalement, vous pouvez le trouver sur le site, sur la page qui liste les PCN sur le site du ministère, son contact, et elle pourra répondre à vos questions de façon assez précise, parce que j'avoue que même moi, à titre personnel, je ne saurais pas tout vous décrire sur le JRC. Ce qu'il faut savoir, c'est que le JRC n'a pas nécessairement besoin de le contacter si vous voulez l'intégrer dans votre projet. Il faut juste mentionner dans la description de votre projet que vous avez l'intention d'utiliser des ressources du JRC. Et si votre projet est élu, le JRC sera automatiquement éligible et recevra donc et intégré dans votre projet. Donc il n'y a pas besoin nécessairement de contacter qui que ce soit. Par contre, ça peut être intéressant de se renseigner sur les services qu'ils fournissent. Il y a pas mal de sujets quand même qui encouragent la participation et l'inclusion du GRC dans le projet. Et enfin, pour finir sur cet aspect un petit peu sur les spécificités du programme de travail, là j'ai une slide qui spécifie les autres grands programmes et instruments de la Commission européenne avec lesquels il y a des synergies dans les topics des appels à projets 2023-2024. On trouvera notamment beaucoup de synergies avec la PAC, avec le programme LIFE, avec Digital Europe, etc., etc. Lorsque un instrument, enfin Vincent l'a déjà très bien expliqué, mais je le reprécise, si un instrument, un programme est mentionné explicitement dans le texte de votre appel à projet, il faut aller voir cet instrument, il faut aller lire au moins une synthèse du programme pour essayer d'expliquer comment est-ce que vous allez réussir, vous, au moins dans la partie impact, à avoir un lien, à faire un lien avec les spécificités de ces programmes, comment est-ce que vous allez le prendre en compte, comment est-ce que vous allez pouvoir y contribuer. Donc, c'est très très important de ne pas ignorer ces choses-là quand elles sont mentionnées. Ce sera toujours pénalisé de ne pas le prendre en compte si c'est explicitement mentionné. Si c'est pas explicitement mentionné, mais que vous avez l'impression que votre projet contribue aux objectifs d'un programme ou d'un instrument européen, il faut surtout pas hésiter à en parler dans la description de votre proposition.
Maintenant, on va partir sur un petit point sur la coopération internationale. Comme vous avez pu le voir dans la présentation de Vincent un peu plus tôt, il y a certains chapitres d'Horizon Europe qui vont spécifiquement s'orienter sur la coopération internationale, mais ce n'est pas le seul endroit où on va retrouver ces notions-là. La notion de coopération internationale, c'est en fait quelque chose qu'on va retrouver dans beaucoup de topics, dans la majorité des topics en fait. Alors, enfin, là, sur cette slide, on parle de coopération internationale ciblée et explicitée, mais de façon générale, il peut y avoir, et je vais vous montrer un petit peu ensuite sur une autre slide, des mots-clés dans la description des topics qui veulent dire et qui signifient qu'il faudrait, si on veut avoir une meilleure valeur ajoutée au sein du projet, aller chercher une coopération internationale, même si ce n'est pas obligatoire. Donc, je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail sur les différentes notions de coopération internationale qu'on peut avoir dans le programme Horizon Europe. Parfois, c'est clairement obligatoire et c'est mentionné explicitement dans les conditions d'éligibilité, auquel cas on ne peut pas y couper. Parfois, c'est plus encouragé. Ça peut être dit à demi-mot, mais il faut savoir saisir les mots-clés les mots-clés qu'ils mentionnent. Donc, oui, comme je disais, donc il y a une différence entre ce qu'on appelle la coopération nationale visée et la coopération nationale plus encouragée. Sur cette slide, on a quelques petits pourcentages, quelques chiffres sur la coopération internationale au sein du cluster 6. Donc, parmi les topics qui mentionnent de la coopération internationale, il y en a 44% qui encouragent juste la coopération internationale, 44 autres pourcents qui encouragent fortement, donc là on commence à être un peu plus pénalisé si on ne le prend pas en compte, et enfin 13% qui rendent la coopération internationale obligatoire, c'est-à-dire qu'on va avoir des mentions explicites des moments, enfin des pays qu'il faut intégrer dans le projet. Donc là, quelques chiffres par destination. On peut voir que la dimension coopération internationale n'est pas égale selon les thématiques de Cluster 6, avec notamment, comme toujours et depuis le début d'Horizon Europe, une majorité de topics visant la coopération internationale, principalement dans la destination Farm to Fork. Et la destination Biodiv n'est pas vraiment en reste non plus. Donc, il faut savoir identifier ces topics pour pouvoir répondre de façon propre à l'appel à projet. Pareil, si on donne quelques petites statistiques, ça va être principalement au niveau des actions de recherche et d'innovation qu'on va retrouver le plus d'actions de coopération internationale, mais on retrouve aussi quelques actions d'innovation et des CSA. D'un point de vue coopération internationale ciblée, c'est-à-dire là, on va vraiment expliciter quels pays sont attendus dans le projet. On a quelque chose qui est assez similaire par rapport au programme de travail précédent et on va avoir des topics, les topics, on va vraiment avoir des noms de pays qui sont explicités, ça va concerner principalement la Chine et l'Union africaine. Mais c'est pas parce qu'un pays est décrit dans un topic que vous n'avez pas le droit d'intégrer d'autres pays internationaux, d'autres pays hors Europe dans votre projet. Pour rappel, en fait, depuis Horizon Europe, s'il n'y a pas de mention contraire, il y a possibilité de faire participer dans votre projet en tant que partenaire n'importe quel pays du monde. Et d'un point de vue financement, les pays à faible et moyen revenus sont automatiquement éligibles au financement européen. Donc il faut bien se renseigner sur la liste des pays à faible et moyen revenus pour voir lesquels sont éligibles automatiquement. En général, les pays qui ont des revenus plus élevés devront s'autofinancer, sauf cas exceptionnels. Voilà, ensuite, pour montrer un petit peu la façon dont elle peut se présenter dans le programme de travail, cette notion de coopération internationale, il faut savoir repérer des termes et des notions qui vont vous donner des petits indices sur le fait qu'il faut intégrer donc cette notion dans votre projet. Donc, il va y avoir des termes en lien avec la coopération en elle-même. Donc, ils vont préciser est-ce que c'est global cooperation, cooperation with, borders, boundaries, etc. Ensuite, ils vont donner des indices sur le degré de coopération, et même si ça paraît léger, puisque ça va être des nuances de vocabulaire,
ça va être assez important de prendre en compte le degré de coopération qui est précisé. Si on parle de highly encouraged, strongly encouraged, ça va être difficile d'y couper, même si c'est techniquement pas obligatoire. Et si c'est is mandatory, là carrément votre projet va pouvoir être disqualifié si vous n'intégrez pas des partenaires internationaux requis. Et ensuite, il précise bien entendu les pays qui sont concernés. Donc, juste pour rappel, au niveau des groupes de pays, donc bien sûr, on va avoir d'une part les pays de l'Union européenne qui, eux, sont éligibles sans condition. Ensuite, on va avoir des pays qui s'appellent les pays associés qui vont avoir signé des contrats et signé oui, des documents spécifiques avec la Commission européenne pour pouvoir participer comme des membres de l'Union européenne. La seule différence étant que pour que votre projet soit éligible, il faut à minima 3 partenaires de 3 pays différents et au moins un pays de l'Union européenne. Member state, comme on dit. Et ensuite, comme je disais, on peut intégrer par ailleurs des pays à faible et moyen revenu qui sont aussi remboursés ou des pays à revenus plus élevés qui s'ils s'autofinancent. Donc voilà, ça c'était un petit peu sur le focus coopération internationale. Maintenant, un petit focus sur une notion qui peut faire peur et dont le nom ne parle pas à tout le monde, c'est le fameux New European Bauhaus qu'on voit apparaître de plus en plus un peu partout depuis le début d'Horizon Europe. Et beaucoup de gens se demandent ce que c'est, ce New European Bauhaus. Il y a eu des présentations par-ci par-là, mais c'est pas toujours très clair. D'où ça vient? Alors, bon, je préviens, je suis pas un historien de l'art, donc je vais pas forcément pouvoir vous sortir un historique détaillé du Bauhaus allemand, mais c'est ça, mais c'est donc un mouvement d'architecture et d'art appliqué qui a été fondé à la base en Allemagne, qui a posé les bases de l'architecture moderne et qui a eu une forte influence dans le domaine des arts appliqués. C'est précurseur de design contemporain, de beaucoup d'architecture qu'on voit dans les immeubles aujourd'hui, y compris à Paris et en France. Et c'est axé un petit peu sur le fait de intégrer les notions de production de masse tout en ayant des questions de design en lien avec la vie moderne. Euh, Ça, cette notion, ça a été l'inspiration derrière la politique du New European Bauhaus. Mais vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans le cluster 6? C'est quoi le rapport avec le cluster 6? Donc déjà, juste pour que vous ayez une idée visuelle, le mouvement du Bauhaus, d'un point de vue artistique, c'est ça. Donc là, on a du mobilier, on a du bâtiment, on a une œuvre d'art. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'était un mouvement qui a été assez fort et qui a lancé beaucoup de choses qu'on voit un peu partout aujourd'hui. La Commission européenne a décidé de s'inspirer de cette notion pour lancer une nouvelle initiative qui a pour but de faire un pont, de créer un pont entre plusieurs notions, entre les notions de durabilité, y compris environnementale, d'esthétique et d'art, qu'on n'a pas forcément, quand on est dans dans un domaine très scientifique, on n'a pas forcément le réflexe de penser à intégrer des notions d'esthétique dans ces travaux, et d'inclusion, y compris d'inclusion sociale, bien entendu. L'occasion est bien sûr de créer des ponts entre plusieurs univers et de créer des ponts entre plusieurs acteurs, entre les acteurs, encore une fois, peut-être de l'art, des sciences humaines et sociales, les acteurs de la recherche environnementale. Donc, ça va encore plus encourager le fait de créer des ponts transdisciplinaires entre la science, la technologie, l'art et la culture. Donc, sachez que quand vous voyez la mention de New European Bauhaus, l'idée c'est que votre projet doit d'une façon ou d'une autre réussir à intégrer ces 3 notions et ces trois univers dans sa conception. Il faut savoir que ça peut, comme c'est une notion qui peut un peu faire peur, les gens vont peut-être avoir tendance à ignorer ces appels, alors qu'en fait c'est une notion qui est très intéressante et qui est porteuse d'opportunités. Donc, si vous pensez avoir une pertinence ou que si vous connaissez des collègues qui pourraient compléter vos propres compétences en rajoutant des notions d'inclusion sociale, des notions d'esthétique, faut pas hésiter à se lancer parce que je pense qu'il y aura pas non plus des milliards de gens qui vont se lancer sur ces thématiques-là à cause, encore une fois, de la méconnaissance de cette notion.
Là, l'idée, c'est de donner quelques exemples. Le New European Warehouse, c'est pas une notion qui concerne que le cluster 6, ça concerne l'ensemble du programme Horizon Europe. C'est des choses qu'on va pouvoir retrouver un petit peu dans tous les clusters. Donc là, j'ai des exemples sur tous les clusters. Donc notamment pour le cluster 6, quand on va travailler sur des notions de matériaux de construction produits dans une région, ayant pour but de ensuite mettre en place du mobilier urbain, des choses comme ça. Ça va être des notions qui vont être très New European Bauhaus. Voilà, de la même façon, on va avoir des calls qui, de près ou de loin, vont aborder cette notion. Lorsqu'on va entendre parler de design bio-inspiré, de gestion durable des forêts, d'utilisation de matériaux et biologiques. Mais voilà, toujours en ajoutant une petite notion sociale et une petite notion esthétique. Donc voilà, si vous avez plus de questions sur le Bauhaus, si vous avez des doutes sur le fait que votre projet, la façon dont vous êtes en train de le rédiger, va correctement intégrer les notions de New European Bauhaus ou pas, n'hésitez pas à nous contacter, on va pouvoir essayer de vous guider sur ça. On a des exemples concrets de structures qui sont très NEB et qui ont pu participer à des projets. Donc, faut vraiment pas hésiter à nous contacter si vous avez un doute. Faut pas en avoir peur, c'est juste une sorte de nouvelle approche multi-acteur encore un peu plus ouverte que ce qu'on a pu avoir avant, et qui permet de faire sortir de sa zone de confort, mais de créer aussi des très jolis projets. Je vais juste répondre tant qu'on y est avant de passer à la suite, parce que là on était plus sur les thématiques, sur les questions. Je crois qu'il y avait une question sur est-ce qu'on a déjà vu des petits consortia à succès? Alors je vais être honnête, hein, 3 pays c'est un minimum administratif, hein, mais la plupart du temps c'est rare d'avoir des consortia. Ah oui, oui, bah, de toute façon mon collègue est en train de répondre, mais c'est rare d'avoir des consortia avec seulement 3 partenaires en tout cas. En général, sur des projets à plus petit budget comme 1 million, 2 millions, on va plus se retrouver sur un minimum de 6-7 partenaires. Et comme précise mon collègue dans le chat, il faut bien distinguer la notion de pays et de partenaires. On peut avoir en effet moins de pays et plus de partenaires avec plusieurs partenaires par pays. Mais en général, si on parle d'un point de vue strictement partenaire, 3 partenaires dans un projet, c'est rarement suffisant. Quelques spécificités sur le programme de travail 2023-2024, des spécificités administratives. Juste pour préciser, donc nous on a des collègues au sein du ministère, encore une fois, qui sont experts dans le domaine juridique et financier. Si vous avez des questions en lien avec ça qui sont assez techniques, faut pas hésiter à plutôt les solliciter eux que nous. Enfin, vous pouvez nous mettre en copie, bien entendu, si c'est en lien avec nos topics, mais ils ont plus d'expertise sur la dimension administrative et financière. Nous, on a des éléments, bien entendu, on va être capable de répondre aux questions générales, mais si vous avez des questions assez poussées, il ne faut pas hésiter à les contacter. Donc, première notion, la notion de lump sum. Donc ça, c'est quelque chose que vous voyez passer depuis un petit moment, puisque le pilote a été lancé déjà, si je dis pas de bêtises, en 2021, voire même avant. Je crois qu'ils avaient testé ça sur les appels du Green Deal. En fait, l'idée, c'est que la rédaction administrative d'un projet, administrative et financière d'un projet peut être complexe et un peu longue. Donc, ils ont voulu simplifier pour certains appels où ça fait sens en mettant en place un budget sous un nouveau format, le format lump sum. Ça va concerner principalement, enfin, ça va concerner la majorité, voire je me demande si ça ne concerne pas l'intégralité des projets de type action de coordination et de support et quelques actions de recherche et d'innovation et d'innovation. Et l'idée, c'est qu'en fait, enfin, vous avez dû déjà avoir des formations passées sur ça, mais là, je vous le rappelle un petit peu parce que j'ai eu des nouveaux éléments sur ça. L'idée, c'est qu'au lieu de déclarer votre budget en coût réel, c'est-à-dire d'essayer d'estimer donc selon le temps que vont passer vos équipes, combien de personnes mois il va y avoir et combien de budget, à combien de budget ça correspond, au lieu de se dire, voilà, donc je ferai 3 déplacements, donc ça inclut, donc par déplacement, ça fait 600 euros, etc. En fait, on va pas vous demander de rédiger le projet selon les coûts réels et vous n'allez pas faire le reporting si votre projet est financé selon des coûts réels. L'idée, ça va être plutôt de donner des montants prédéfinis en discussion, en concertation avec le reste du consortium sur chaque lot de travail de votre projet, sur chaque work package. Et que lorsque votre work package sera terminé, et donc lorsque ces livrables seront fournis, euh, ça va débloquer la somme, quelles que soient les vraies dépenses que vous ayez encourues. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez dépensé moins d'argent que ce que vous aviez prévu, vous allez quand même toucher cette somme si vous accomplissez le travail que vous avez promis. Donc l'idée, c'est de réduire les erreurs administratives, simplifier l'accès pour les institutions débutantes,
et de orienter le programme de travail, orienter la rédaction des projets sur une dimension plus objective que sur une dimension un peu financière et administrative. Sachant que, comme toujours, il faut savoir que dans les projets, il va y avoir des work packages qui sont plus longs, des parties du projet qui vont durer qui vont avoir une vie sur l'intégralité du projet, comme par exemple le management, la communication. Et en fait, c'est possible dans ces cas-là d'avoir plusieurs work packages pour le management, plusieurs work packages sur la communication, qui vont être divisés selon les périodes de votre projet. Et donc, quand la période est terminée, vous pouvez recevoir les fonds et ensuite vous partez sur le deuxième work package pour cette catégorie. Autre spécificité, pour les projets qui sont à faire sous forme lump sum, il faudra fournir un tableau Excel en plus avec une synthèse du budget par work package. Bon, c'est assez complexe. Il y a eu des formations très complètes et très précises faites par mes collègues du PCN juridique et financier que vous pouvez retrouver sur leur site. Donc, il y a eu des webinaires entiers sur ce sujet. Et vous pouvez aussi contacter le PCN si vous avez des questions à ce sujet-là. Autre nouvelle notion, et ça c'est tombé un peu par surprise, on l'a appris nous-mêmes il y a moins d'un mois. Pour les projets qui sont en deux étapes, donc pour ceux qui connaissent pas, donc pour certains appels, on va avoir la possibilité de déposer une portion de son projet pour une première deadline, et ensuite si on est présélectionné, on a la possibilité de rédiger le reste du projet et de le déposer à l'automne. Là, ils ont décidé que pour tous les projets en deux étapes, la première étape sera évaluée à l'aveugle. C'est-à-dire que les évaluateurs ne pourront pas savoir et ne devront pas savoir, sous peine de disqualification du projet, qui sont les partenaires et qui est le coordinateur du projet. L'idée, c'est d'encourager les institutions qui sont peut-être moins connues et qui n'ont pas une grande réputation comme les grandes structures qu'on voit un petit peu partout, d'avoir une meilleure chance dans ce type de projet-là, et que le projet soit pas jugé sur la réputation des coordinateurs et des membres, mais sur vraiment la qualité scientifique de la proposition. Donc il faudra être assez attentif et ne pas utiliser des logos des institutions, éviter de mentionner des noms des institutions, des personnes qui y travaillent, et même être assez prudent sur la mention de précédents projets. Alors normalement, lorsqu'on dépose la première partie, on n'est pas censé décrire les précédents projets où on a participé, donc ça ne devrait pas poser problème. Mais malgré tout, il faut faire très attention à ça. Sinon, ça peut vraiment être disqualifiant. Alors, je sais que c'est pas forcément simple et ça peut être un peu frustrant pour certaines thématiques et notamment certains sujets où ça peut ne pas faire sens. Par exemple, quand on parle d'intégrer un sujet sur les villes, euh, un sujet sur les villes où il faut mentionner les villes, faudrait mentionner les villes pour expliquer. Bon, ça fait pas toujours sens. Voilà, c'est la Commission européenne décide de faire un pilote et dans un an on aura la confirmation si ça fonctionne ou non. Mais en tout cas, en attendant, faites très attention lorsque vous rédigez vos premières étapes à ne surtout pas donner d'éléments distinctifs. Donc voilà, là on a un petit peu fini sur la partie Cluster 6, Horizon Europe et sur les éléments un petit peu généraux par rapport à ce nouveau programme de travail. Là, on va juste ouvrir assez brièvement. Donc je pense qu'on va finir en avance, donc ça laissera peut-être un petit peu de temps pour les questions si jamais. On prévoit souvent un petit peu, on prévoit souvent large pour être tranquille. Euh, on va ouvrir sur les thématiques des missions et des partenariats. Donc, sachez que en plus des sujets qu'on va retrouver dans l'appel à projet du cluster 6, on va trouver aussi des opportunités adjacentes dans d'autres éléments, et notamment dans ce qu'on va appeler les missions et dans ce qu'on va appeler les partenariats. L'idée, c'est que lorsque vous allez chercher des opportunités, n'hésitez pas à consulter toutes ces opportunités pour être sûr de rien louper. Et notamment, les missions sont en train de s'ouvrir en parallèle et on va faire aussi des webinaires plus détaillés sur les missions en janvier. Mais donc voilà, donc il ne faut pas hésiter à garder, notamment si vous êtes intéressé par les thématiques des sols, des villes, du climat, des océans, des eaux intérieures, à vous intéresser à ça. Et je vais laisser la parole à Vincent pour présenter les missions. Merci Antoine. Oui, effectivement, hein, tu l'as très bien dit. Il y a le grand programme qui est le vaisseau amiral un petit peu de la Commission européenne, le programme Horizon Europe, mais avec notamment les clusters pour ce qui est des appels thématiques. Mais il y a également des programmes qui sont connexes et il est important d'aller voir un petit peu ce qui est présenté dans ces différents programmes, puisque il y a certaines thématiques qu'on va retrouver soit dans l'un, soit dans l'autre. Certaines sont en synergie,
Mais du coup, il faut, voilà, si on ne trouve pas dans le cluster 6, par exemple, un appel qui vous correspond parfaitement, peut-être, c'est parce que le sujet est traité soit dans un partenariat, soit dans l'émission, soit éventuellement dans d'autres programmes. Hem, voilà, donc si on pour dire quelques mots sur l'émission, alors c'est encore une fois, hein, comme le disait Antoine, c'est pas le sujet, complet du jour, c'est juste plutôt un rappel ou une mention, pour qu'on y pense. Antoine, je veux bien la slide suivante, voilà. D'où viennent les missions? Là aussi, on va faire un rappel très très bref, hein, ça vient, de la commission, précédente, qui avait, demandé donc, un certain nombre de rapports et d'analyses, sur le futur de la recherche et de l'innovation de l'Union européenne. Il y a eu des différents rapports comme le rapport Lamy et le rapport Mazzucato, qui est présenté ici en lien, qui, on va dire, ont souligné le besoin de grands enjeux, pour la société européenne et de se fixer des objectifs, avec on va dire des objectifs qui soient, chiffrés et précis à pour avec un calendrier qui lui aussi est fixe dans le temps. Alors on a souvent tendance, à rappeler, le fait d'avoir, un jour, promis, aux États-Unis, qu'on enverra un homme sur la Lune. Donc c'est un petit peu l'idée, mais voilà, c'est à l'échelle européenne et en tout cas avec des enjeux qui sont répondre à des défis sociétaux qui sont complexes. Donc là, on ne peut pas répondre par un appel à projet, on ne peut pas répondre, sur quelques sujets, mais c'est vraiment des sujets qui sont complexes, qui sont ambitieux et qui nécessite, à la fois un état des lieux, à la fois, de la recherche, à la fois de la coordination entre les différentes communautés, avec des logiques de transversalité, de co-conception et puis vraiment provoquer des changements qui soient systémiques. C'est-à-dire que, qu'il y ait plutôt un changement assez radical, sur ces sujets-là, en termes de vie, on va dire, en Europe. Donc, et d'aller au-delà des instruments existants. Donc, c'est une approche globale, pour, relier également donc, grands enjeux sociétaux, citoyens et recherche et innovation. Les 5 missions qui sont donc, liées à Horizon Europe, vous les avez donc, ici. Il y en a effectivement 4 qui ne sont pas tellement éloignés du cluster 6, mais surtout 2 qui sont, très, très proches. La première, c'est, santé des sols et alimentation. La deuxième, c'est santé des océans, des mers, des eaux côtières et intérieures. Il y a également 3 autres sur, le cancer, sur les, villes climatiquement neutres et intelligentes et la dernière, c'est sur l'adaptation au changement climatique et la transformation sociétale. Donc, pour chacune de ces missions, il y a des objectifs qui sont chiffrés avec un calendrier qui est donné. Ça peut être, 2030, dans la plupart des cas et tous ces missions qui sont donc déclinées dans des, documents stratégiques, ont, ont comme moyen de mise en œuvre notamment des appels à propositions qui sont liés, notamment budgétairement aux différents clusters d'Horizon Europe, donc du pilier 2. Et il y a ensuite, donc, une mise en œuvre à travers ces programmes de travail qui, eux aussi, sont publiés. Alors ça peut être annuellement ou ça peut être pour 2 années, ça dépend. Et donc, l'ensemble des appels. Alors juste pour terminer cette slide, oui, il y a une première phase, hein, qui est, on va dire, un état des lieux et une aide au pilotage et puis ensuite une dernière phase qui va être plutôt sur, le déploiement et on va dire l'atteinte des objectifs. Alors à titre indicatif, les budgets, prévus, alors pour ceux qui sont passés, c'était les budgets qui étaient dans les programmes de travail déjà publiés. Pour 2023, on a un budget qui est indicatif puisque le programme n'est pas encore, publié. On est sur des versions draft, mais voilà, vous avez donc, un budget qui est consacré, à ces 2 sujets-là, donc océan, les eaux intérieures
et les zones côtières et santé des sols et alimentation, des budgets qui sont vraiment dédiés à ces questions-là. Et avec un objectif de 10% du budget annuel du pilier 2 qui doit être alloué aux 5 missions. Sur la prochaine slide, il y a tout ce qui concerne la synergie. Donc je le mentionnais au début, il y a des sujets plutôt qui ne sont traités que par le cluster 6, d'autres qui ne sont traités que par les missions. Et puis, on va voir qu'il y a également un certain nombre de sujets qui sont en lien, soit avec l'un, soit avec l'autre. Parfois même pour lesquels il y a des références aux missions ou à certains appels du programme de travail du cluster 6. Donc, vous voyez ici le nombre de sujets qui sont en synergie avec les différentes missions. 13 pour la question des sols, 22 sur la partie océan et eau, 12 sur la partie changement climatique, adaptation au changement climatique, et 6 sur les villes intelligentes et climatiquement neutres. Donc c'est vraiment intéressant d'aller voir, quand vous êtes sur des sujets qui peuvent toucher à ces missions-là, de voir les appels qui peuvent être soit dans le programme de travail du cluster 6, soit dans le programme de travail des missions. Il y a des liens, mais il y a aussi des exclusions. C'est-à-dire que parfois, vous allez avoir des choses qui sont traitées et on va demander des choses très spécifiques dans un programme de travail ou très spécifiques dans l'autre. Voilà. Je te redonne la parole, Antoine, Ouais, pour merci terminer sur Vincent. les partenariats. Merci beaucoup. Et juste pour répondre à la question dans le chat, Stéphanie Toussaint qui demande si les missions sont bien d'autres nouveaux appels complémentaires. Oui, tout à fait. En fait, donc là aujourd'hui, on a présenté principalement le programme de travail du cluster 6. Cluster 6, donc là, on vous avait montré un petit peu les deadlines. Vincent avait montré le timing de participation. Les missions, c'est un autre programme de travail complètement à part, un autre document qui sort, qui va inclure les 5 missions, donc cancer, ville, climat, océan, sol. Donc là, si je dis pas de bêtises, il a été prépublié, il me semble qu'il est disponible en ligne, à une version pas tout à fait définitive, et que les appels vont ouvrir en janvier avec une soumission à l'automne. Donc ça vous laisse un peu plus de temps que pour les appels 2023 du cluster 6. Donc faut pas hésiter aussi à regarder ce qui se passe au niveau des missions si vous êtes intéressé par les thématiques qu'elles couvrent. Donc c'est vraiment des appels en plus. Enfin, dernière opportunité de financement en lien avec le cluster 6, c'est ce qu'on appelle les partenariats, encore une notion un petit peu différente. Et ça, c'est encore des appels en plus, mais qui fonctionnent de façon assez différente. Là où les missions fonctionnaient exactement de la même façon que le cluster 6, c'est les mêmes règles de participation, le même fonctionnement, le même type de rédaction de projet. Les partenariats, c'est assez différent. Donc en fait, dans le cadre du cluster 6, il y a des outils qui s'appellent les partenariats qui ont été financés. L'idée, c'est d'avoir un cofinancement cette fois-ci. Donc c'est pas juste de l'argent qui vient de la Commission européenne, d'avoir un cofinancement entre la Commission européenne et les États membres qui décident donc de combien d'argent ils vont dédier à ces thématiques-là. Et ensuite, donc, ça va créer des entités qui s'appellent les partenariats, qui vont fonctionner de façon autonome et qui vont publier tous les ans des appels que vous n'allez pas retrouver dans le cluster 6, que vous n'allez pas retrouver sur les outils nécessairement de la Commission européenne, mais que vous allez retrouver sur les sites internet de ces partenariats qui sont cofinancés. Dans le cluster 6, on a un certain nombre de thématiques qui sont couvertes par des partenariats. On a le partenariat Biodiversa Plus qui a un focus sur la biodiversité. Et c'est pour ça que c'est intéressant de connaître son existence, parce que si vous êtes intéressé par les sujets de la biodiversité, vous allez avoir des appels dans le cluster 6, des appels dans l'émission, et aussi beaucoup d'appels qui vont être publiés tous les ans dans le cadre du partenariat Biodiversa Plus. Donc, si vous voulez être au courant de ces opportunités-là, il faut regarder régulièrement sur le site de Biodiversa Plus s'ils publient des nouveaux appels à projets. Nous, bien sûr, dans le cadre du cluster 6, on les repartage dans la newsletter. Donc, si vous ne faites pas partie de la newsletter, n'hésitez pas. On a un partenariat qui est dédié à l'économie circulaire et aux solutions biosourcées, qui s'appelle CBEJU, qui sort des appels tous les ans aussi. Et on a également un appel qui a démarré cette année, qui s'appelle Water for All, et qui va traiter de la thématique de l'eau pour tous et de la sécurité des ressources en eau pour la planète, qui a fait son premier appel en 2022 et qui va continuer à en faire tous les ans.
Sachant que, donc là pour le moment on n'a que 3 qui existent, mais à partir de 2023 et très bientôt on en a un qui devrait démarrer. Donc on a un partenariat sur l'économie bleue, productive, durable et climatiquement neutre qui devrait démarrer et qui viendra compléter un peu les thématiques de Water for All en se concentrant plus sur la partie donc production. Et un peu plus tard, on va avoir des partenariats qui vont exister aussi sur la thématique de l'agroécologie, de la santé animale, des systèmes alimentaires et des données pour l'agriculture, un peu plus tard, parce qu'ils sont encore en cours d'élaboration. Donc, faut pas hésiter, si vous êtes intéressé par ces sujets-là, à s'y intéresser, à venir nous poser des questions et nous, on peut vous renvoyer vers les bons contacts. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas le sujet de la présentation, mais sachez voilà, qu'en plus du cluster 6, et ça a été financé dans le cadre du cluster 6, il y a ces partenariats qui existent. Et qui, alors j'ai pas corrigé la slide et je m'excuse. Le Water for All, donc c'était jusqu'au 31 octobre, maintenant c'est fermé. Mais donc a priori, ils ouvrent plutôt leurs appels à l'automne en ce moment. Il ne faut pas hésiter à regarder ça aussi. C'est des outils qui sont intéressants, des projets à plus petite échelle. Alors pas aussi bien, pas toujours aussi bien remboursés que Horizon Europe, puisque ça va dépendre du partenariat et surtout de l'argent que met l'agence nationale. Donc pour la France, ça va être l'ANR dans le partenariat et dans l'appel en particulier. Mais par contre, ça va être une bonne occasion de se lancer, découvrir des collègues européens, puisque souvent, ça va être des choses à plus petite échelle et plus ciblées sur vos thématiques spécifiques. Tout comme pour les missions, où il y avait des synergies entre le programme travail mission et le programme de travail, non, pardon, entre le programme de travail cluster 6 et les sujets d'émission, on va avoir des topics au sein du cluster 6 où on va avoir une mention de ces partenariats et c'est aussi pour ça que c'est important de les connaître. Et ils vont demander de mettre en place des synergies avec les partenariats qui existent ou qui vont exister dans le futur. Donc ça, c'est important de connaître l'existence des partenariats pour savoir de quoi on parle lorsque c'est mentionné dans un topic d'Horizon Europe. Et si je ne me trompe pas, dernier point pour cette session-là, avant de regarder éventuellement vos questions. En ce moment, la Commission européenne a ouvert une consultation publique pour ce qu'on appelle le plan stratégique 2025-2027. Donc là, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est les appels pour 2023 et 2024. Mais bien entendu, il y aura aussi des appels qui vont durer jusqu'à 2020. Enfin, il y aura des appels jusqu'en 2027, puisque Horizon Europe existe jusqu'en 2027. Et donc là, on est dans une phase actuellement, même si on n'est que en 2022, on est déjà en train de préparer les appels 2025-2027, mais on est dans une phase assez précoce où l'idée, ça va être de, voilà, de prendre en compte les opinions et les idées de chacun pour mettre en place ce qu'on appelle un plan stratégique. Donc ça va être un plan qui va couvrir la période de 2025 à 2027 et qui va donner des orientations sur les grandes notions qu'on va vouloir retrouver dans les futurs appels à projets. Et là, vous avez l'occasion de donner votre avis. Donc la consultation est ouverte donc voilà jusqu'en février 2023 et vous allez pouvoir dire donc c'est assez compliqué, ça peut être un petit peu long, un petit peu compliqué, mais ça va vous permettre vraiment à tous de faire remonter des idées et des commentaires sur la façon dont le programme Horizon Europe fonctionne à ce jour et comment vous voudriez le voir fonctionner sur cette deuxième moitié en 2025-2027. Donc voilà, l'idée, ça va être à faire un petit peu un gap analysis pour les aider à élaborer leurs futurs appels, en plus du travail qu'on fait déjà, comme j'ai précisé au début, au niveau des GTN, des groupes de travail nationaux, où on fait remonter des choses à la Commission européenne de façon régulière. Donc voilà, j'ai mis un lien sur la slide normalement de la consultation publique, où vous pouvez aller regarder un petit peu si vous êtes intéressé et pas hésiter à faire des retours sur ça. Enfin, pour terminer, une slide avec quelques ressources utiles qui pourront vous aider à répondre à vos grandes questions. Mais encore une fois, il ne faut pas hésiter à nous contacter directement. Donc, on a un portail avec des ressources sur tout le programme Horizon Europe. On va essayer de communiquer les actus, de mettre les enregistrements de nos webinaires, de mettre un petit peu d'écrire des articles de fond sur les différentes notions d'Horizon Europe. On a une page dédiée d'ailleurs au cluster 6. Il y a également une page qui est dédiée aux missions, qui est de façon séparée. Comme je précisais au début, vous pouvez devenir, enfin, si par exemple vous avez la possibilité d'avoir accès à un réseau, par exemple, si vous communiquez les informations que vous recevez de notre part à pas mal de monde, vous pouvez vous inscrire pour devenir relais. Ça n'engage pas à grand chose en fait. La réalité, c'est que vous allez recevoir en plus des informations, des opportunités de participer à des ateliers relais un peu spécifiques et de nous poser des questions sur des sujets un peu plus précis. Par exemple, on a fait des ateliers relais sur les partenariats.
Et il ne faut pas hésiter à... et voilà, donc la seule chose à laquelle ça vous engage, c'est d'essayer au mieux que vous pouvez de diffuser l'information autour de vous. Sinon, il y a juste la newsletter classique. Si vous voulez juste l'information pour vous de façon individuelle, vous pouvez juste vous inscrire à la newsletter qui va contenir grosso modo les mêmes informations avec un peu moins d'opportunités d'un point de vue webinaire. Comme j'avais précisé précédemment, pas hésiter à contacter les PCN juridiques et financiers pour les questions qui sont très spécifiques de ce point de vue-là, parce que même si on a une bonne connaissance, parfois sur le détail, ils sont meilleurs que nous, enfin souvent, puisque c'est leur job. Et on a créé également une FAQ avec les grands principes et les grandes questions sur Horizon Europe en concertation avec les autres PCN, qu'il ne faut pas hésiter à consulter. En ce qui concerne notre équipe, nous on est 5. Moi je suis le coordinateur de l'équipe PCN, mais on a également des PCN qui sont là à temps partiel. Christine Acassian, Vincent Massot qui bien entendu vous a présenté beaucoup d'éléments aujourd'hui, Fatia Faure et Laura Seden qui vont être présents tout au long de ces 2 journées pour vous présenter différents aspects et qui sont implantés dans d'autres régions. Donc Laura et moi on se situe à Paris. Vincent est localisé sur Angers, Christina Casian plutôt vers Aix, en Provence, et Fatia Fort en Occitanie, à Montpellier. Donc, si vous avez besoin de parler à quelqu'un de façon en présentiel ou si vous avez besoin de nous rencontrer, voilà, sachez que on n'est pas que sur Paris. Donc voilà, c'était tout pour ma présentation d'aujourd'hui. Et on va prendre les questions. Oui, Donc, Antoine, il y a une première question, enfin une question sur les relais ouais. PCN. Quels engagements pour les relais et est-ce que c'est valable pour les autres clusters? Alors, comme je disais, on va surtout pas vous fliquer si vous vous inscrivez comme relais. On va pas vous demander. Enfin, je crois qu'il y a peut-être, c'est peut-être prévu qu'ils demandent à un certain stade un petit retour sur les actions de communication que vous avez pu faire. Mais ça va pas vous faire dégager de la liste des relais dans tous les cas. L'idée, c'est principalement que voilà, si vous êtes pertinent pour diffuser de l'info, si vous faites partie, si vous travaillez, je sais pas moi, au pôle Europe d'une université, si vous travaillez dans un cluster d'entreprise, si vous travaillez dans une association de producteurs, je ne sais, que sais-je, et que donc vous avez accès à pas mal de monde, on va vous demander, enfin, on va vous demander, mais on va pas pouvoir le vérifier, hein. On va vous demander si c'est possible de profiter de votre réseau pour diffuser les informations à votre communauté, que eux puissent avoir les mêmes opportunités au maximum. Mais sinon, voilà, l'idée, ça va être voilà, juste d'essayer de communiquer comme vous le faites habituellement, le plus possible, les choses qu'on vous communique à d'autres personnes. Et oui, c'est valable pour les autres clusters. Chaque cluster a son réseau de relais. Ils fonctionnent pas tous de la même façon que nous. Par exemple, nous, on a décidé d'établir un petit fonctionnement particulier. On va avoir des sessions un peu brainstorming avec les relais de temps en temps. On va leur faire demander des retours sur le type de contenu qu'ils aimeraient voir pour la suite venant du PCN. On va faire des petits webinaires. Des webinaires sur des thématiques très ciblées. D'autres PCN vont fonctionner de façon assez différente. Pour certains PCN, dans certains PCN, les relais sont en fait leur liste de newsletters entre guillemets de contact. Donc ça fonctionne un peu au cas par cas. Si vous avez des questions sur le fonctionnement des relais dans les autres clusters, faut pas hésiter à les contacter directement. Voilà. Ouais, si c'est juste pour capter de l'information, entre guillemets, vous pouvez vous inscrire sur la liste en fait de, De de, nu- la de news. la newsletter, ouais, c'est Ouais. ça. Et vous aurez les mêmes infos toutes les semaines sur tout ce qui est événements, sur tout ce qui est les documents venant de la commission, les opportunités. Vous allez recevoir les mêmes infos. Vous aurez juste pas à vous engager moralement à diffuser l'info, entre guillemets. Et vous aurez un peu moins d'accès à certains événements. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions sur la présentation générale. Alors, pour l'instant, sur le chat, non. Alors, s'il y a une nouvelle question. Bonjour, est-ce que les besoins en recherche pour répondre au règlement européen sur la restauration sont déjà pris en compte dans ces appels à projets ou c'est à discuter pour 2025-2027? Vaste sujet. Non, non, c'est assez spécifique. Je pense que je saurais pas vous dire exactement si ces besoins ont été pris en compte de façon spécifique. Si vous avez vraiment des besoins en recherche que vous aimeriez faire remonter, comme je disais précédemment, que vous aimeriez faire remonter, que vous souhaiteriez savoir s'ils ont été pris en compte et si on a l'intention de les faire remonter par la suite,
Faut pas hésiter à prendre contact, comme je disais, avec ma collègue Valérie Déo du GTN, qui, elle, son rôle, c'est vraiment de faire ça, de faire le lien entre le programme de travail et la Commission européenne. Enfin, non, pardon, entre les acteurs et la Commission européenne en lien avec le programme de travail. Et de toute façon, c'est toujours possible de faire remonter plus d'infos pour les futurs programmes. Et là, c'est le bon moment, en fait, hein, de faire remonter des choses, puisqu'en fait, la préparation 2025-2027 se fait de façon assez précoce, comme je disais. Mais je ne saurais pas vous dire exactement, je suis désolé. Après, si vous voulez qu'on creuse aussi, vous pouvez nous envoyer un peu plus Voilà, oui, d'éléments. bien sûr, ouais. Et puis, nous, on peut essayer de regarder le programme de travail avec vous pour essayer de voir s'il y a des appels qui peuvent correspondre euh, ou voir si c'est quelque chose justement à promouvoir pour les appels à venir. Tout à fait, parce qu'on n'a pas forcément toute la liste. Enfin, comme on a dit, il y a 170 appels, et même si on a préparé les infos, on les a pas tous en tête. Il faudrait qu'on prenne le temps de creuser un petit peu exactement les sujets qui vous intéressent, voir s'ils sont déjà dans l'appel à projet. Et s'ils y sont pas, bah, c'est qu'il faut les pousser. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Si, comme on n'est pas non plus très très nombreux, peut-être qu'il y a la possibilité éventuellement de poser une question en direct, en ouvrant les micros. Est-ce que tu crois qu'Antoine, c'est faisable? Je crois que c'est faisable, mais voilà, si les gens ont des questions, ils Voilà, peuvent lever la main c'est ça, se présenter puis poser la question. Ah voilà, je vois Marie-Pierre Chaza. Est-ce que Oui, vous pouvez. bonjour. Ouais, bonjour. Maria Bonjour. Chose. En fait, Pardon, moi, je excusez-moi. travaille sur les abeilles. J'ai vu qu'il y avait un appel à projet là qui est ouvert. Mais moi, je suis dans une dualité, c'est-à-dire que je suis actuellement dans un projet qui se finit en mai. Mhm, Et j'ai énormément de travail pour cette mhm. fin de projet. Et donc, je ne vais pas être en capacité de répondre à cet appel à projet-là, parce que sinon, je vais être dans le jus pour les deux. Et je voulais savoir si... donc, je vais passer cet appel à projet alors que je n'aime pas ça, parce que sur les abeilles, c'est pas tout le temps, mais je suis obligée. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans ce cas-là, enfin pas que sur les abeilles, hein, sur d'autres projets, c'est un pari sur l'avenir pour savoir s'il y a, enfin, sans savoir s'il y a d'autres appels à projets sur les pollinisateurs qui vont sortir plus tard. Et est-ce qu'on sait si dans les tuyaux, il y a justement d'autres appels à projets sur les pollinisateurs qui sont prévus pour soit 2024, soit encore après? Voilà, c'était ma question. Ben, je dirais que c'est vrai que c'est un problème qui est assez récurrent quand on a des équipes qui sont saturées parfois et des sujets qui sont très spécifiques avec jamais aucune garantie qui puisse revenir à 100%. Donc là, à court terme, de ce que je peux vous dire, c'est que bah, vous avez tout jusqu'à 2024, entre guillemets. Donc si vous avez pas de topic en 2024, il va falloir attendre les sessions suivantes. Pour ce qui est 2025-2027, comme j'avais dit, on est encore super tôt dans la préparation. Donc, on n'a pas vraiment une visibilité à ce niveau de détail pour savoir si des sujets comme les pollinisateurs seront déjà pris en compte ou pas. En tout cas, si vous souhaitez faire remonter cette thématique et que vous voulez, enfin, je me répète un peu, mais si vous souhaitez faire remonter cette thématique et augmenter les chances, faut pas hésiter à communiquer au RCP, au GTN. Et je pense que je suis à peu près sûr que c'est une thématique qu'on n'aura pas trop de mal à défendre, puisque c'est quand même un sujet d'importance et qui fait plutôt l'unanimité au niveau européen. Donc je pense qu'on peut faire facilement remonter ça. Et pas hésiter aussi à vous renseigner sur, encore une fois, je vais en parler, mais sur le partenariat Biodiversa Plus. Enfin, alors ce sera pas à la même échelle, forcément, que ce qu'on retrouve dans le cluster 6, peut-être pas les mêmes budgets, mais je pense il y a peut-être possibilité qu'il y ait des sujets en lien avec ça dans les futurs appels Biodiversa Plus. Donc Oui, alors voilà. je sais qu'il y a un appel Biodiv 2024 Ouais. sur promouvoir les systèmes agricoles qui sont favorables aux pollinisateurs. Donc il sera présenté d'ailleurs cet après-midi. Donc là, ça peut vous laisser un peu de temps pour se présenter. Après, c'est sûr que c'est difficile d'avoir des rôles importants sur des projets en même temps. Mais peut-être qu'en fonction de votre position dans le premier Hmm. consortium ou dans un autre consortium, vous pouvez peut-être prendre des rôles différents.
être coordinateur, par exemple, de 2 projets, c'est pas toujours facile, mais vous pouvez peut-être être Work Package Leader, voire entre guillemets simple participant, c'est-à-dire être embarqué dans le projet, faire ce que vous pouvez faire, mais ne pas être trop impliqué dans la partie montage, puisque les appels qui sont évalués là à partir de mars 2023 ne démarreront pas avant, alors ça dépend sur les appels en 1 ou 2 étapes, mais ne démarreront pas avant l'automne probablement de cette année à venir. Donc ça peut vous laisser du temps pour finir le projet et d'être après un peu plus impliqué dans le suivant. Voilà, après ça peut être aussi des discussions au sein d'un consortium, de dire: «Bah, voilà, moi je voudrais participer, je voudrais avoir un rôle important, mais je peux pas trop m'impliquer dans le montage parce que je suis coordinateur d'un projet qui se termine, je vais avoir beaucoup de choses à rendre, des rapports et Mmh. cetera». Heu, voilà, faut essayer de travailler en bonne intelligence avec ses partenaires et de voir ce qui est possible de faire, sans forcément laisser de côté les appels qui vous intéressent beaucoup et c'est vrai que c'est dommage parce qu'on ne sait pas si on en retrouvera. Après sur les pollinisateurs, j'ai envie de dire que c'est quand même un sujet qu'on retrouve très régulièrement. Alors pas toujours de la même manière, pas toujours abordé de la même manière, mais ce sont quand même des sujets qu'on retrouve assez souvent il y a des chances qu'au-delà de 2024, il y ait encore des appels. Maintenant, on ne peut pas le garantir, c'est vrai. Oui, oui. Bah, c'est une très très bonne remarque, Vincent, avec en plus du fait que voilà, moi j'ai répondu pour 2025-2027, mais faut penser au décalage en effet entre le dépôt, l'évaluation, le démarrage, qui peuvent laisser du temps pour finaliser vos priorités, ouais. Merci beaucoup pour vos réponses et merci beaucoup pour ce webinaire qui est vraiment, vraiment hyper didactique et plein d'informations. Merci de nous débroussailler les sujets parce que c'est vraiment hyper touffu et c'est super d'avoir des webinaires comme ça. Malheureusement, j'ai une réunion cet après-midi, mais je l'écouterai en podcast, enfin en bref, en différé. Merci, hein, vraiment, c'est super ce que vous faites. Continuez à nous Ouais. mâcher le travail, ça nous aide. Mais merci beaucoup pour ce retour très gentil. On va rougir. Voilà. Mais en tout cas, vous avez été enregistré, donc merci. Il y a eu une remarque d'Emmanuel Albina sur l'initiative Afrique et est-ce que ces notions sont toujours incluses dans 2023-2024? A priori oui, hein, comme je disais précédemment, on a toujours des topics qui sont ciblés sur l'Afrique en 2023-2024 et que les initiatives, toutes les initiatives européennes qui existent, il faut les valoriser au maximum. Donc si vous avez si vous avez la possibilité donc de valoriser et de citer et de contribuer à cette initiative via des appels 2023-2024, faut pas hésiter. Euh, et oui, tout à fait, l'Afrique est toujours une des zones ciblées principales dans le programme 2023-2024 en termes de coopération internationale. Je sais pas si ça répond à la question. Ouais, Emmanuel. Oui, merci pour ce retour. J'avais juste je voulais savoir si en termes de volume, Ouais. sur les topics cluster 6 notamment, mais aussi sur les autres clusters, si pour la période 23-24, on était à peu près dans le même volume que 2021-22. J'avais J'ai noté que pour j'ai l'impression qu'il y 21-22, a un tout petit peu moins quand même, oui, un tout petit peu moins sur le cluster 6, en tout cas, je parle pas pour les autres. Il y en avait vraiment beaucoup sur 2021-2022. Là, on est un petit peu plus restreint, mais il y a quand même un chapitre qui est dédié à ça oui. et le chapitre serait quasiment focus que sur l'Afrique. Un tout petit peu moins, je dirais. Ouais, Par contre, pour les autres clusters, je saurais pas vous dire. c'est ce qui me semblait, donc ça confirme bien. Merci. Ouais, mais je pense pas que la volonté soit de réduire la coopération. C'est Mm. plus que parfois, en fait, comme je disais, ils vont plus mentionner ça de façon plus subtile, c'est-à-dire pas sous forme d'obligation, mais sous forme de gros encouragements. Et de toute façon, l'Afrique est toujours, enfin, quasiment tous les pays d'Afrique sont éligibles à tous les appels, hein, donc il n'y a absolument aucun problème avec ça. Sinon, il y avait une question, mais je ne sais pas si elle est complète. Pour tous les partenariats en cours de lancement dans le cluster, quelle est la question sur les partenariats en cours de lancement dans le cluster? Vous pouvez prendre la parole si besoin, hein. Monsieur le bel homme.
N'hésitez pas hein, si vous voulez clarifier. En tout cas, juste pour préciser, les partenariats qui sont en cours de lancement, c'est ceux que je vous avais mis sur la slide précédente. Attendez, je vous le retrouve. Tchouk, tchouk, tchouk. Voilà, les 4, 5, 6, 7, 8 sont en cours de lancement, avec le 4 qui va tomber vraiment sous peu. Mais en tout cas, voilà, si vous avez d'autres questions sur les partenariats, n'hésitez pas à nous écrire. Il y a d'autres questions? Et a priori, la France sera dans chacun des Ouais. partenariats. Oui, c'est très, 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 très bon complément. On a un petit doute encore sur les données pour l'agriculture. C'est celui qui est le plus incertain, mais c'est pas que pour la France que c'est incertain. Il y a une petite difficulté à trouver un leader. Mais sinon, sur les autres, c'est confirmé que la France participera et mettra de l'argent. Et la France coordonnera celui sur les systèmes alimentaires. Et sera en co-lead sur l'agroécologie. Sachant que pour ceux qui existent déjà, Water for All, la France est coordinatrice. Et elle est très impliquée dans Biodiversa Plus. Vincent, tu lèves la main? Une question. Écoutez, si je vois pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là avec un petit peu d'avance. Merci beaucoup à tous pour votre participation. Donc je reprécise, je vais peut-être vous remettre le calendrier juste pour que ce soit clair, enfin le calendrier, l'agenda pour aujourd'hui. Tac. Ouais, c'était pas une bonne idée de le faire comme ça. Voilà. On va commencer cet après-midi avec la biodiversité et enchaîner de 15 à 16 sur la Farm to Fork. Et demain, on aura tous les autres sujets. Donc, n'hésitez pas à y aller à la carte si vous le souhaitez ou si vous êtes très motivé à participer à tous les appels. On va rentrer dans plus de détails cet après-midi. Si vous avez des questions sur des appels spécifiques, n'hésitez pas à les préparer. On prendra note et si on ne peut pas vous répondre sur le moment, on vous répondra ou on fera remonter à la Commission européenne les questions par la suite. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci.